Bienvenue sur Romande Insight, le podcast qui vous invite à découvrir les parcours de celles et ceux qui osent et qui inspirent en Suisse romande. On parle de business, de cheminement professionnel et d'équilibre de vie avec des personnalités qui façonnent notre région. Nous, c'est l'équipe de Qual Insight, un institut d'études de marché basé à Lausanne. On vous propose un moment dynamique, sincère et toujours proche des réalités du terrain. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans Romande Insight. Stéphanie, bonjour. Bonjour. Je suis vraiment super contente de t'avoir comme deuxième invitée dans ce podcast. Je t'ai découvert en plus il y a vraiment pas longtemps, c'était dans le bilan. Il y avait 100 personnalités de moins de 40 ans qui font la Suisse romande, c'est juste. C'est juste. Et j'ai découvert ton profil et j'ai été tout de suite interpellée parce que tu travailles dans les escape games et c'est aussi un sujet qui me plaît beaucoup. J'en ai fait pas mal au début. Je t'avoue qu'il y a eu un petit effet de lassitude entre-temps et puis mes enfants ont grandi donc j'y vais moins. Mais je me suis dit, c'est super intéressant, une femme qui s'est lancée là-dedans, puis je vois que ça se développe. Donc voilà, je suis très heureuse de t'avoir aujourd'hui dans ce podcast. Merci, moi de même. Je te propose peut-être dans un premier temps de brièvement te présenter, vraiment en une minute ou deux, dans les grandes lignes, puisque comme tu le sais, dans le début, j'aimerais revenir sur ton parcours et un peu l'origine, la genèse de comment tu t'es lancée dans les escape games. Mais peut-être brièvement, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter ? Bien sûr. Alors, brièvement, donc j'ai 35 ans. J'ai un petit bébé de 9 mois et je suis donc une jeune maman pour ça. Et sinon, j'ai un parcours un peu particulier, on en parlera tout à l'heure, mais en gros, j'ai fait plusieurs virages à 180 degrés, très dynamique, très active. J'ai besoin de voir du monde, j'aime les gens. Et je pense que le reste, on le verra tout à l'heure. Donc, si je ne me trompe pas, hein, tu m'arrêtes si je me suis trompée, mais il y a eu un passé Club Med. Alors, je ne sais pas si c'était forcément Géo, mais en tout cas Club Med. Ensuite, il y a eu genre UBS, le banking. Et puis, il y a eu l'entrepreneuriat, les escape games. Alors, c'est presque ça. Presque ça, dis-moi. En gros, il y a d'abord eu la banque. Ensuite, il y a eu le Club Med. Donc, j'ai fait 9 ans dans la banque pour UBS. Après, il y a eu une année où j'ai un peu voyagé autour du monde pour apprendre l'anglais surtout et puis pour découvrir le monde. Ensuite, je suis revenue à l'UBS. Et puis, finalement, du tout au tout, j'ai réalisé mon rêve qui était effectivement d'être géo au Club Med. Entre deux, j'ai monté 2 petites sociétés, une dans le fitness, dans le loisir, dans le sport, pardon. Et puis, une autre dans l'événementiel où je donnais des spectacles et des formations. Ok, d'accord. Et comment t'es arrivée dans le domaine des escape games ? Eh bien, quand j'étais au Club Med en Grèce, j'ai travaillé donc là-bas pendant 7 mois. J'ai découvert les escape games là-bas. Et j'ai juste adoré tout simplement ce que j'ai vécu au moment où je l'ai vécu. Donc, avec la personne avec qui j'ai fait cet escape game, j'ai aimé l'immersion, j'ai aimé le fait que ça nous reconnectait vraiment les deux et qu'on avait besoin l'un de l'autre, sans compter que j'étais complètement ailleurs. Et ce côté vraiment où je suis dans un autre univers m'a vraiment plu. Et j'ai découvert les escapes de cette manière. Ok, mais après de là à se dire, je crée un business là-dedans, c'était en quelle année, à quelle époque ? Alors ça, c'était en 2015 que je découvrais les escapes et en 2016, je lançais mon business. Ok. Donc en 2015, j'ai vraiment eu un coup de foudre pour cette activité et je me suis dit, dans tous les cas, j'ai toujours trouvé qu'en Suisse, on était trop sérieux des fois et très carré. Enfin, on a de la peine à s'amuser, je trouve, en Suisse et à lâcher un peu, à prendre soin les uns des autres. Enfin, c'est pour moi un monde assez individualiste. Et quand j'ai vraiment vécu l'expérience de l'escape game en Grèce, je me suis rendu compte que ça répondait à un besoin. Et le besoin de se reconnecter les uns les autres, le besoin de s'évader, le besoin de couper, le besoin de ne pas se prendre au sérieux, justement, et de rentrer dans une aventure. Et moi qui ai toujours voulu être comédienne ou actrice, je me suis dit, mais c'est parfait ça, parce que je vais permettre au monde, en tout cas en Suisse, de pouvoir être l'acteur finalement d'une aventure. Et d'une aventure que je vais faire pour eux finalement, pour offrir du bonheur aux gens. Donc pour moi, ça allait vraiment dans la continuité du Club Med, à la différence que là, je pouvais en plus ajouter ma patte et offrir quelque chose que je sentais que j'avais en moi. Du coup, au niveau de la créativité, de la création de ta première room ou de ton premier jeu, comment ça s'est passé ? Est-ce que tu l'as conçu seule ? Tu t'es entouré de gens ? Comment tu as créé ton scénario, le choix des décors ? Enfin, t'es parti comment, sur quelle piste et comment t'as créé ça ? Alors, déjà, mon premier scénario, je l'ai créé grâce à mon ex-copain grec, du coup, quand j'étais au Club Med, qui lui travaillait pour un escape là-bas, donc il m'a beaucoup aidé pour ce premier scénario. Ah, le copain travaillait déjà dans un escape game. Okay. Exactement. En fait, il était rentré dans un escape parce qu'il savait que j'avais le projet de lancer ça en Suisse. Il devait venir en Suisse et puis bon, après, on épargne les détails. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on a pu créer ensemble, on va dire, ce premier scénario. Moi, j'ai rajouté le live actoring parce que je trouvais que ça manquait puis qu'il fallait un officier. C'était la prison d'Alcatraz, le tout premier univers, qui existe encore d'ailleurs à Bulle.
Et du coup, j'ai rajouté justement ce côté live acting qui amène un peu plus de pression, de sensation. Donc, tu as un personnage qui arrive, qui te fait peur ou qui intervient. Exactement, Ok. c'est l'officier qui fait sa ronde et bien sûr, on doit s'évader sans se faire prendre. Donc, et puis, il est un peu taquin, l'officier. Donc, j'ai rajouté un peu ce côté joueur, étant moi-même joueuse à la base, et ce côté un petit peu plus taquin, on va Théâtralisation dire. aussi. Ok. Exact. Donc ça, c'est pour la partie scénario. Ensuite, la partie décor, c'est une très jolie histoire. C'est que depuis mon enfance, je connaissais une personne qui était une copine, qui était très, très, très douée en déco. Et elle avait un talent fou. Et je lui ai toujours dit, un jour, tu verras, je t'engagerai. Parce qu'elle avait cette fibre, en fait, elle donnait vie à ses personnages. Et elle le fait toujours, d'ailleurs. Elle est toujours dans ta boîte? Elle est toujours dans ma boîte et elle est aussi indépendante à côté. Et franchement, ce qu'elle fait, c'est juste merveilleux. Donc, dès le moment où j'ai dû faire des décors, c'est à elle que j'ai pensé. Et je l'ai contactée. Je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresse? Elle est partie dans le projet. Et puis voilà pour la partie décor. Après, il y avait la partie construction, réalisation et technique et informatique. Là, c'était plus compliqué. Parce que du coup, c'est vraiment pas mes compétences. On peut pas être bon partout. Et du coup, j'ai cherché auprès des connaissances que j'avais. Donc, j'ai recontacté mon ancien meilleur ami, du coup. Comme quoi, les affaires, ça réussit pas toujours. Et puis, je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai ce projet-là. Est-ce que ça t'intéresse de rentrer dans le projet parce que toi, tu as des compétences manuelles et en automation qui permettraient de rendre réalisable ce projet. Alors, au début, il n'était pas tout feu, tout flamme. Par contre, son frère, qui lui avait une société d'informatique, était tout feu, tout flamme. Donc, je me suis lancée avec son frère. J'avais 80% des parts, lui 20%. C'était moi qui prenais vraiment les risques financiers, du travail et tout. Donc, on avait mis ça de cette manière-là. Et un mois plus tard, c'est vrai que lui, il est revenu, mon ex-meilleur ami, en venant... Ex-meilleur ami ou ex-petite amie? Ex-meilleur ami. Ok. Oui. Pas de relation dans le business, ok. c'est mieux comme ça. Mais par contre, il est revenu en me disant, écoute, ça a l'air super cool ce que vous faites, j'aimerais bien aussi rentrer dans le projet. Et puis moi, c'était évident que pour moi, c'était une aventure de vie, et puis j'avais envie de la partager. Donc j'ai dit, allez, go, rentre, moi je vous donne 10% de plus, je garde 70% parce que ça restait quand même mon bébé, mon projet, les risques et tout. Et on y va. Donc, de fil en aiguille, on a créé nos premiers escape games. C'était à Chara, dans le Valais, qui existe toujours. Et avec le temps, c'est vrai que des fois, on n'a pas toujours la même vision. Donc, on s'est un peu éloigné. On n'a plus réussi à se comprendre à un moment donné. Peut-être qu'on avait un projet commun, on avait des compétences parfaitement complémentaires, mais on n'avait pas la vision commune. Et ça a posé problème. Donc, à un moment donné, ça me rongeait vraiment trop. J'ai dit, OK, écoutez, moi, je vous vends l'entreprise et je repars à zéro ailleurs. Et c'est là que j'ai vendu mon premier bébé. Ça a été difficile. Donc, eux, ils ont gardé le Valais, alors? Ils ont gardé le Valais, exactement. D'accord. Et c'est vrai que ça a été vraiment dur pour moi. Et puis, avec du recul, je me dis, j'aurais peut-être quand même dû vraiment insister pour garder quelque part. Ou pourquoi pas l'inverse? Parce que, en fait, je n'arrivais plus à gérer toute seule. Ça devenait trop compliqué, ça devenait trop émotionnel. Et j'arrivais plus, entre guillemets, à me battre à l'époque pour garder quelque chose de ma boîte, finalement. D'accord. Et à un moment donné, c'est vrai que quand on nous fait comprendre qu'on veut partir, et je ne leur en veux pas du tout, finalement, c'est ce qu'on a vécu qui a fait qu'aujourd'hui aussi, j'ai ce que j'ai aujourd'hui. Il y a un moment, il vaut mieux partir, en fait. Enfin, c'est comme rester dans une relation où on n'est pas bien, stop. Au bout d'un moment, il vaut mieux limiter les dégâts. Et puis, chacun part de son côté. Et est-ce qu'à ce moment-là, il y a eu un moment un peu de gestation, de remise en question, ou directement, t'es partie dans un autre projet, je monte autre chose toute seule? Comment ça s'est passé? Alors, directement, je suis partie dans l'autre projet parce que moi, je voulais vraiment continuer les escapes. C'était vraiment, je sentais que ça vibrait, ça me fait vibrer, en fait. Donc, je suis repartie directement. Je ne pouvais pas ouvrir à Lausanne, c'était mon rêve d'ouvrir à Lausanne, mais c'était impossible pour moi parce qu'il y avait beaucoup trop de risques financiers en termes de loyer, surtout l'impôt des 14% sur le divertissement. Donc, c'était très complexe et trop de risques. Et puis, je n'avais pas, entre guillemets, vendu assez cher pour pouvoir non plus me lancer à Lausanne. Donc, du coup, j'ai étudié un petit peu le marché. Moi, je viens de Fribourg à la base aussi, je suis fribourgeoise. Ma maman habitait Fribourg, en tout cas dans la région. Et donc, j'ai dit, OK, je vais étudier un petit peu le marché. J'ai vu qu'à Bulle, il n'y avait pas grand-chose. Et j'aime bien Bulle, la ville la plus pétillante de Suisse. Je me suis dit, ça me va très bien. Donc, c'est parti, j'y vais. Et puis, je me suis lancée. Ok, mais tu as fait une étude de marché à ce moment-là ou pas du tout? Oui, alors une petite étude de marché quand même sur les escape games, sur ce qu'il y avait dans le coin, dans la région. Et puis, il y avait le potentiel. De toute façon, c'est simple. Si j'avais réussi à lancer un escape game à Chara, à Martigny, pour moi, à Bulle, ce serait plus ou moins le même type de public, un peu le même nombre d'habitants. Donc, le risque était finalement le même et j'avais fait mes calculs et je m'étais dit, c'est simple, à partir de X groupe, ça me paye mon loyer. À partir de X groupe, je me paye un salaire. En attendant, je vivais encore chez ma maman. Donc, je n'avais pas un loyer, moi, personnellement. Et puis, j'avais fait, avec le cautionnement roman aussi, s'il y avait besoin d'un crédit, je sais que j'étais soutenue aussi derrière. Finalement, j'en ai pas eu besoin parce que j'ai réussi à tout faire en autofinancement. Mais ouais, voilà.
Ce qui n'est pas simple, hein, parce qu'il y a quand même les bails locatifs aussi à prendre qui sont assez lourds, et puis assez longs, selon quoi aussi, au niveau commercial. Comment ça s'est passé, la prise de risque, justement, financièrement, tu me dis, fonds privés. Alors, fonds privés, et puis j'ai dû me porter caution. Après, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des risques parce que finalement, il n'y a pas grand-chose qui me fait peur. Tu avais Donc, confiance. j'ai confiance. Et puis, au pire, quoi, c'est toujours ce que je me dis. Au pire, je retournerai bosser dans la banque. Je sais qu'ils seront super contents. Ou dans le meilleur des cas, je trouverai une entreprise qui a plein d'argent, puis j'irai dépenser leurs sous en créant du rêve. Donc, ça me va aussi, finalement. Il n'y a pas un vrai risque. Je veux dire, un crédit, oui, on doit le rembourser. Ben, ma foi, oui, peut-être que je rembourserai toute ma vie si je me plante. Ben, c'est pas grave, finalement, tant que je peux aller boire un verre avec les copains, et que je peux passer des moments en famille, enfin, Oui, l'essentiel est voilà, ailleurs. l'essentiel est ailleurs, exactement. Ok. Alors, est-ce que peut-être tu pourrais nous partager ta vision, parce que je pense que ça doit être lié aussi à tes ambitions. Alors là, pour le moment, on est là en 2024, parce que tu es solo pour le moment, hein. Oui, oui. Pour le moment, je suis solo. Donc, aujourd'hui, j'ai, on va dire, un centre d'escape game. Demain, j'ai un centre multi-activités. Après-demain, peut-être un hôtel à thème parce que j'adore l'hôtellerie. Et un jour, j'aimerais être le Disney de la Suisse. Waouh. Donc, je trouverais chouette de faire un parc, pas d'attraction, mais un parc à émotions, comme je Ouais, dis parce que tu vois, souvent. Europa Park, ça fait un bout, hein. Moi, j'ai des enfants qui sont fans et c'est loin. Ça fait un bout, exactement. Donc, on aurait, après, c'est vrai qu'en Suisse, tout coûte tellement cher au niveau des salaires et autres que ce serait très compliqué, honnêtement, à mettre en place. Il faut être quand même réaliste. Mais ça n'empêche pas de faire quand même quelque chose qui joue sur les émotions et qui apporte énormément et faire un véritable lieu où les gens se retrouvent et puis s'évadent finalement. Parce qu'on vit quand même dans un monde qui n'est pas si facile et ça fait du bien de rêver un peu et de s'évader. Et d'autant plus avec le monde des écrans qui prend quand même de plus en plus de place aussi, je trouve, chez les jeunes. On a mené il n'y a pas longtemps une étude auprès des jeunes de 3 à 18 ans. Et il y a beaucoup d'évasion qui se fait derrière son écran de smartphone. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ce côté émotionnel que tu peux offrir en tant qu'expérience immersive et dans le vrai monde, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter comme valeur en termes d'émotion, que ce soit aux familles, aux jeunes, aux couples. Enfin, je ne sais pas quels sont les publics qui viennent visiter, qui viennent faire tes games en ce moment. Alors nous, on a un peu tout le monde, mais c'est vrai que notre principal public, ça reste quand même les familles et les groupes d'amis, on va dire, qui viennent. Après, on a aussi des entreprises pour les team building, donc ça, c'est bien. Au niveau de ce qu'on apporte, j'ai envie de dire tout simplement déjà le fait de partager un moment sans écran. Rien que ça, c'est déjà énorme à notre heure actuelle. Je le vois moi-même, hein, des soupers, je suis la première, malheureusement, ou pas, à avoir mon téléphone qui est tourné au cas où tout d'un coup, on doit me joindre. Alors que dans un escape game, il y a un moment donné, on coupe vraiment. Et au-delà de ça, on a quand même un moment de partage, un moment de communication, de collaboration aussi, on se reconnecte les uns aux autres. On a un objectif commun, donc du coup, on va travailler ensemble. Et dans un monde, justement, qui nous apprend plutôt à être compétitifs les uns des autres, avec un premier et un dernier, avec l'escape game, il n'y a pas un premier et un dernier. C'est ensemble qu'on va y arriver. Réussit. Et ça me plaît énormément. Ce côté communauté, ce côté vraiment, on va passer un moment ensemble et on va s'amuser. C'est un petit peu l'objectif que j'ai moi-même avec Housetrap. C'est que les gens, quand ils rentrent chez nous, c'est bienvenue à la maison. Comment est-ce qu'on va s'amuser ensemble? Et même avec mes équipes, c'est pareil. C'est, allez, viens travailler, on va travailler ensemble. Si un jour on doit se séparer, peut-être qu'on devra se séparer, mais en attendant, on va s'amuser tout en offrant un produit de qualité. Ok. Toi, aujourd'hui, tu en fais encore des escape games? Oui, dès que j'ai le temps. Après, j'ai mes enseignes, hein, honnêtement, que je préfère parce que forcément, toutes les enseignes ne mettent pas le même niveau en termes de qualité de décor et autres. Et c'est normal parce que si on fait ça comme à côté, on ne peut pas s'investir autant que quand on le fait à 100%. Donc, forcément, il n'y a pas forcément la même chose, mais ça n'empêche pas qu'on passe des bons moments. Après, c'est vrai que j'ai peu de temps à disposition. Donc, quand je vais en faire, c'est vraiment que je sais que c'est une enseigne qui me plaît beaucoup ou alors que des clients m'ont dit « Ah, il est génial, cet escape, il faut absolument que tu testes. » Et à ce moment-là, je dis « Ok, je vais tester. » Et est-ce que ça fait partie de tes sources d'inspiration en te disant j'ai envie de reproduire ça, ou est-ce qu'il y a plutôt les tendances tu vois, je sais que mes enfants, ils veulent faire la chambre d'horreur. Est-ce qu'il y a ou bien on a déjà fait la RV aussi, parce qu'ils avaient envie de faire avec les cases de réalité virtuelle. Est-ce que toi, il y a des envies qui se déclenchent en lien avec tes expériences à toi, ou un peu avec les tendances du marché, ou comment ça se passe un peu pour l'inspiration de la suite, parce qu'il faut les renouveler, ces rooms. Oui, alors, je suis pas trop fan justement de prendre l'inspiration d'ailleurs. Moi, je suis plutôt du style à dire j'adore ce film, j'aimerais être dedans, ok, on va créer une thématique sur ce film. Et c'est plutôt comme ça que je réfléchis et que je réagis. Et comme je fais partie un peu des 80% des gens qui se font avoir par le marketing, mais dans le bon sens du terme, hein, j'ai jamais regretté d'acheter un Coca avec mon prénom marqué dessus, par exemple. Eh ben, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que je me dis, ok, les gens, la plupart
plupart des gens ont besoin de s'évader, d'autres ne sont pas du tout sensibles à ça, mais pour ceux qui ont besoin de s'évader, où est-ce qu'ils ont envie de s'évader? Oh, ça ferait du bien de voyager. Ok, on peut voyager où? On peut voyager dans des temples mayas, on peut voyager en Égypte. Et si on allait encore un peu plus loin, et si Atlantide existait, à quoi ressemblerait Atlantide? Avatar, bon sang, bien sûr que ce sera une thématique. Enfin, c'est un peu comme ça. C'est plutôt, j'ai plus des thématiques à rêve. J'ai voulu essayer de faire les choses pour tout le monde, typiquement en faisant effectivement la salle d'Apocalypse Zombie. Et ça me correspond un petit peu moins. Il y a effectivement des fans. D'ailleurs, ça m'a beaucoup touchée parce que la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai un client qui m'a dit « c'est ma préférée ». J'étais là « ah bon, pas moi ». Mais parce que j'ai moins de sensibilité. Et honnêtement, aujourd'hui, avec l'expérience, je ne referai pas une thématique pour les gens. En tout cas, pour satisfaire tout le monde. Je resterai sur les thématiques où je suis forte. Et les thématiques où je suis forte, c'est les thématiques qui font rêver finalement. Et c'est là que je m'épanouis le plus aussi. Et ça se voit même dans le chiffre. Donc à un moment donné, on ne peut pas toucher tout le monde. Je pense qu'il faut choisir son combat et se dire « Ok, moi je suis douée là-dedans, ce sera mon secteur. Il y a des gens bien plus doués que moi pour faire de l'horreur. Je leur laisse. » Et puis je pense que ça se complète. Et puis c'est une question que je me posais d'ailleurs. Est-ce que dans le milieu, dans tous ceux qui proposent des escape games, on est plutôt copains ou plutôt ennemis? On est plutôt copains dans l'ensemble parce qu'on ne propose pas la même chose. Donc il faut toujours se dire, c'est ça l'avantage de l'escape game, c'est que oui, on est concurrents parce que la part de marché, s'il y a 100 personnes puis qu'il y a 3 escapes au lieu d'un, c'est clair que les 100 personnes vont se diviser sur les 3 si on parle d'un point de vue purement chiffre. Après, d'un point de vue escape, si toi tu viens chez moi, tu auras une expérience, tu auras une autre expérience si tu vas chez quelqu'un d'autre. Typiquement, je prends l'exemple de Payerne, on vient d'ouvrir Jurassic Land, thématique à dinosaures. On n'a pas loin Corcel près Payerne, une maison de l'horreur qui fait un petit peu d'escape, mais plus maison hantée, mais c'est parfait, ce qu'il a fait, c'est top. Et on est complètement complémentaires, donc moi je le verrais pas comme mon concurrent, au contraire. Ok. Et est-ce que vous proposez aussi de l'événementiel, en dehors du game? Est-ce qu'il y a des choses autour, annexes, des trucs un peu spéciaux, des one-shots, je sais pas, le jour de Halloween ou j'en sais rien? Oui. Alors, on fait des fois des events chez nous, mais maintenant, on fait de plus en plus des events en entreprise. C'est-à-dire qu'on a des produits qu'on peut déplacer, ou on peut même faire du sur-mesure, que ce soit, par exemple, nous, on a eu, il y a 2 ans, le comptoir gruyérien. On l'aura de nouveau en 2026. Eh bien, j'avais fait une chasse au trésor à l'intérieur du comptoir. Donc, les familles arrivaient au comptoir pour occuper aussi les enfants. Ils recevaient leur passeport pirate. Et puis, ils avaient une course à faire. En tout cas, quand ils passaient dans certains stands, il y avait des stands qui étaient partenaires. Il y avait une énigme à résoudre. Ils obtenaient leur tampon et après, ils pouvaient offrir leur coffre à trésor. Ce qu'on va refaire pour un marché de Noël aussi, typiquement. Donc, aujourd'hui, on fait de plus en plus de choses pour les autres aussi. Déjà parce que c'est sympa. Et puis, ça change un petit peu, tout simplement. Mais toi, tu les crées encore, ces jeux? Tu es aussi dans la conception, dans la rédaction? Tu t'impliques aussi là-dedans? Pour l'instant, c'est tout moi qui fais la partie création. Et là, je suis gentiment en train d'essayer de former une personne qui aime ça, en tout cas, pour voir dans quelle mesure elle pourrait m'aider à la co-création pour pouvoir faire plus de choses, justement. Parce que il y a un moment donné, c'est compliqué d'être à la création, à la gestion, à la stratégie, à l'opérationnel. Mais oui, pour l'instant, tu as une équipe comme derrière toi de combien de personnes aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, si on prend toute l'équipe au complet, on est une 50aine. Mais on a 13 fixes et le reste, c'est des extras. Donc, c'est tous les étudiants, la plupart, qui viennent et puis qui animent nos univers ou qui font de l'accueil ou du bar ou autre. Et après, dans l'équipe fixe, on a une grosse équipe technique aussi. D'accord. Parce qu'il y a combien de salles? Excuse-moi, Oui, on en a 7 à Bulle. Ok. Ouais, c'est pas mal. Oui. Et puis, en plus, la semaine dernière, quand je te contactais, tu me parlais donc de l'ouverture de Payerne. Oui, ça y est. Ok, bravo. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres projets d'expansion? Il me semble que j'avais entendu parler de Fribourg aussi. Oui, Fribourg arrive cette fin d'année, d'ailleurs, avec de l'action game de type Fort Boyard. Donc, parce que l'escape game, ça prend du temps à réaliser. Donc, il y a un moment donné où le business model de l'escape game est très compliqué si je reste uniquement là-dedans. Donc, pourquoi? Parce que pour créer un escape, il faut à peu près quand même 6 mois, 9 mois. Donc là, on essaye de réduire justement ce temps pour voir dans quelle mesure ce serait réalisable. Mais par exemple, prenons l'exemple de Payerne. Aujourd'hui, Payerne, on a ouvert, mais on n'a qu'un escape qui a ouvert. Alors que on a quand même toute la surface à payer, j'ai envie de dire, au niveau du loyer. On a quand même toutes les charges, on a tout ce qui va derrière, toute la structure, les charges de la structure, et on n'a qu'un escape. Et on n'est pas en mesure aujourd'hui de créer assez rapidement des escape games. Sachant qu'en Suisse, les salaires coûtent quand même assez cher. C'est un peu le challenge, le gros challenge qu'on a. Donc du coup, moi, la solution que j'ai trouvée à ça, c'est d'amener d'autres produits de loisirs toujours et qui correspondent à mes valeurs et qui tournent un peu plus de manière autonome, qui ne demandent pas qu'on ait un game master par univers, justement.
Donc, il n'y aura pas de nains dans la salle de Fort Boyard. Alors, vu les polémiques actuelles, moi, j'aurais trouvé ça trop génial. Mais on va éviter les polémiques actuelles, donc non. Mais par contre, on aura effectivement quand même du personnel qui vont mettre l'ambiance et ce sera très sympa. Tu sais après. que j'en parle à mes enfants et ils trouvent ça trop cool, le concept. Parce que pour eux, c'est vraiment hyper old school, Fort Boyard, pour le coup. Mais par contre, d'être dans l'action et de pouvoir vraiment, justement, agir beaucoup plus que de résoudre des énigmes, ils sont un peu moins fans du côté. Quand c'est un peu trop intellectuel, j'ai envie de dire, ils décrochent. Tandis que là, quand il y a de l'action, ils sont super fans. Ben, c'est le but, c'est justement de toucher aussi un autre public. Et au-delà de toucher un autre public, il y a aussi le fait que c'est un loisir rejouable, contrairement à l'escape game. Et ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que là, on pourra effectivement faire des offres, être un peu plus attractif financièrement, alors que l'escape game, il y a un moment donné, le coût de création que ça a fait que, oui, ça a un certain coût. Et le coût, il n'est même pas cher si on prend par rapport à tout ce qu'on paye derrière pour le réaliser. Par contre, c'est clair que pour une famille, ça a un coût. Et la durée de vie alors d'une room, c'est quoi? Honnêtement, aujourd'hui, je dirais 5 ans en Suisse. Après, ça dépend de la ville. Ouais. Si on est à Genève ou même Paris, ils peuvent peut-être garder 10, voire 15 ans leurs univers. La même room, sans problème. Ils ont tellement un bassin de population qui est énorme qu'ils peuvent. Nous, concrètement, moi, à Bulle, ce que j'observe, c'est que si on pouvait changer un univers tous les 5 ans, ce serait plutôt bien. Ok. Tu sais, on a lancé un petit sondage ensemble où on a posé 5 questions à des familles en Suisse romande. Vu que moi, j'ai la chance d'avoir ce panel de consommateurs que je peux sonder. Et on leur a posé 5 questions pour avoir une idée de la perception de ce qu'une famille aujourd'hui est prête à mettre dans un budget, sortie famille, une après-midi. Tu as déjà clarifié que le prix de conception d'un jeu, il est assez élevé, puis qu'il faut quand même le rentabiliser sur un certain nombre d'années. Aujourd'hui, une famille, on a vu dans le sondage qu'elle est prête à dépenser en moyenne entre 100 et 150 francs pour une sortie. Donc, si je ne me trompe pas, mais tu me corriges, on est plutôt sur un 200 francs, autour des 200 francs en tout cas pour 4 personnes. Donc, on est plutôt dans le top of the range pour ces sorties-là. Et en plus, on voit que les familles ont l'envie d'essayer de rajouter une petite presta au-dessus avec un goûter ou un repas, pour un peu prolonger la sortie, pour pouvoir vraiment se dire, OK, je pars pas juste pour 1 heure, parce que la durée du jeu, elle est aussi limitée, mais je peux prolonger avec des petits à côté. Il y a je pense, 2 points à prendre en compte. Le premier, c'est que l'escape game, quand vraiment il est bien fait, quand il est fait en internalisation, c'est-à-dire en Suisse, avec des équipes en Suisse, donc avec tout ce que ça veut dire aussi financièrement derrière, c'est un loisir qui est cher. En tout cas, cher, ça dépend par rapport à quoi, parce que... Par rapport au ciné, c'est clair qu'on ne compare pas du tout... On ne parle pas de la même chose. D'un autre côté, j'ai envie de dire, il faut comparer ce qui est comparable. Parce que moi, une fois, j'avais un client, il me disait, oui, mais vous voyez, une partie de laser game, c'est 16 francs. Pour avoir travaillé pendant 15 ans au laser game, depuis mes 15 ans, je suis d'accord, oui, mais une partie de laser game, ça dure 20 minutes. Donc, si je fais 15 x 3, déjà, on arrive aux 45. On arrive quasiment au même prix par personne pour un escape game. Mais c'est vrai que ça reste un loisir quand même qui est cher. Maintenant, on a trouvé quand même le moyen de toucher les plus jeunes en faisant les formules anniversaires des mercredis. Et typiquement, pour une formule anniversaire, l'enfant paiera 22 francs. Donc, ça change quand même entre 22 francs et 39 francs par personne. Donc, on arrive maintenant gentiment à des offres, en tout cas une bonne offre, on va dire, qui pourrait toucher les familles. Ok. Par contre, réduire la durée du jeu, c'est pas vraiment une option. C'est pas forcément le but, parce qu'on pourrait tout à fait se dire, OK, on fait des scénarios de 30 minutes et puis les gens payent moitié moins. Mais après 30 minutes, je te garantis que tu serais frustré parce que tu aurais envie de plus. Déjà, des fois, après 1 heure, quand vraiment on s'amuse, on se dit, j'aurais bien un peu plus. Et à l'inverse, on m'a posé la question une fois, on m'a dit, mais pourquoi vous faites pas des scénarios de 1h30 ? Je dis, c'est simple, si je fais un scénario d'1h30, est-ce que vous êtes prêt à mettre demain 300 francs pour faire un escape ? Non, je pense pas. Pourtant, concrètement, c'est ce que ça coûterait. Aujourd'hui, le marché suisse est trop petit pour pouvoir faire ce genre de choses. Ou alors, si on le fait, il faut être dans une grande ville. Dans une grande ville, ça peut fonctionner. Mais dans une petite ville, je ne suis pas convaincue. Après, c'est ma vision. Peut-être que je me trompe. Mais moi, en tout cas, je n'irai pas sur ce jeu-là. Aujourd'hui, je préfère être à 1 heure et toucher tout le monde. Et par contre, amener, on va dire, d'autres loisirs comme le quiz, notre quiz trap, ou bien l'action game, ou encore, pourquoi pas, autre chose qui permettent de toucher quand même ceux qui n'ont pas forcément le budget d'un escape, plutôt que de revoir tout ça. D'ailleurs, le quiz trap, si j'ai bien compris, c'est une simulation un peu d'un jeu télévisé. On te pose des questions de culture G, et puis ton équipe qui gagne ou pas. C'est ça ? Alors, presque. En gros, j'ai voulu effectivement reproduire le fait de se retrouver sur un plateau télé. Parce qu'à l'époque, j'animais des quiz, que ce soit au Club Med ou bien dans notre bar à Bulle. Et je trouvais ça juste trop bien. Et du coup, je me suis dit, OK, il faut qu'on crée ça. Je me suis rendu compte qu'en plus, ça commençait à arriver en France. Il y avait des quiz qui arrivaient partout. Malheureusement, je n'ai pas pu prendre une franchise existante pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils ne voulaient pas me garantir Lausanne et que moi, ça reste un de mes objectifs d'ouvrir à Lausanne. Donc, avoir une franchise sur Bulle, Fribourg et pas pouvoir la mettre à Lausanne le jour où j'ouvre à Lausanne,
Il n'y a aucun sens pour moi. Donc, du coup, j'ai décidé qu'on allait développer notre propre produit en interne. Là aussi, j'ai appris beaucoup. C'est pas facile. Mais on l'a fait. On l'a fait. Et du coup, on a un jeu de quiz. Pour l'instant, on a la V1 et il y aura la V2 qui va arriver. La version 1, c'est classique. C'est-à-dire que vous venez, par exemple, vous êtes 6, on a 6 pupitres. Si vous êtes 12, c'est 2 personnes par pupitre. Donc, on peut jouer jusqu'à 12. Et vous allez choisir déjà chacun 4 thématiques qui vous plaisent. Dans des thématiques qui peuvent être Disney, qui peuvent être films et séries, qui peuvent être musique, qui peuvent être culture générale, histoire. On a même insolite, on a même le thème coquin, parce qu'on est joueur quand même. Après, on a 4 thématiques aussi blind test. Et pendant le jeu, vous allez pouvoir à un moment donné choisir une thématique que vous aviez choisie depuis le début. Ça, c'est pour le côté plaisir, fun. Ensuite, vous allez effectivement dans cette version 1 un peu vous affronter et on est plutôt dans le côté un peu compétitif. Mais moi, c'est toujours pas mon fort, le compétitif. Alors, je sais qu'il y a des gens qui aiment ça et qui sont très contents, mais j'ai envie de pouvoir proposer l'option collaborative. Et dans la V2, justement, on a Roxy, qui est notre intelligence artificielle, notre personnage principal, qui va prendre le pouvoir de cet univers, donc de cette pièce de quiz. Et les joueurs, certes, vont pouvoir être en partie en compétition parce qu'ils auront quand même le détail de leur score s'ils le souhaitent, mais ils vont devoir à un moment donné mettre leurs connaissances en commun pour tenter de battre l'intelligence artificielle. Et la question est-ce que l'intelligence collective est plus forte qu'un ordinateur ? Et comment tu testes alors ces jeux ? Parce que là, tu me parles d'une V2, donc comment parce que nous, on fait du bêta-testing parfois sur des apps. Comment ça se passe pour tester un jeu ? Donc, pour tester un jeu, c'est-à-dire, imaginons, je crée un nouveau jeu. Quand tu as créé ton quiz test, donc tu as eu une V1, tu l'as testé avec des gens, tu as itéré, oui, tu as amélioré. Oui, alors comme pour les escape games, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, on prend nos équipes. C'est toujours nos équipes qui testent en premier, on prend leur retour. Une fois que c'est fait, on modifie déjà certaines choses et après, souvent, on fait gagner des avant-premières. Et les avant-premières sont finalement aussi des fins de test. Alors, le produit est déjà cool et sympa, mais ça nous permet d'avoir les derniers retours qu'on a besoin pour modifier ensuite s'il y a besoin de modifier un scénario. Donc, tu collectes du feedback. Tu leur demandes après comment c'était. Toujours. On vous fait des prix, vous venez en avant-première et en contrepartie, il faut quand même nous aider à nous améliorer. Et puis... Exactement. Okay. Après, quand on est dans le jeu, des fois, alors on prend toujours le retour des clients, ça c'est hyper important, mais ça se voit très vite. Oui, c'est vrai. Une frustration quand il y a une énigme, par exemple, dans les escape games qui est très frustrante, on le voit vite. Typiquement, on l'a vécu avec Jurassic. Il y avait une énigme qui était trop complexe, elle était top, mais trop complexe. Et du coup, on l'a simplifiée et puis c'est passé de on est frustré sur cette énigme de 3 groupes à c'est notre préféré. Donc on a dit trop bien. Il y a, on l'a dit, Payerne, il y a Fribourg qui arrive, et puis à l'avenir encore, d'autres projets qui au fur et à mesure verront le jour. Comment ça se passe au niveau de ton implication personnelle ? On discutait un peu avant, parce qu'on a les bureaux de l'ACAD juste ici à côté, de se faire conseiller, de s'entourer. Potentiellement, tu te poses la question de continuer à gérer tout ça en solo ou peut-être de s'associer. Donc, expérience compliquée au tout début de l'aventure en s'associant avec des gens. Quelles questions aujourd'hui tu te poses par rapport à ces défis d'expansion et par rapport au fait qu'aujourd'hui tout repose quand même sur tes épaules à toi et qu'il faut quand même le rappeler, tu as un petit bout de 9 mois qui, pour que je me rappelle, même si c'était un petit moment, ça prend quand même pas mal de bande passante et d'énergie. Donc comment tu vois un peu la situation et ton évolution à toi au niveau plus perso de gérante d'entreprise ? Oui, alors c'est une bonne question et effectivement, il y a énormément de questions qui se posent dans cette phase-là de ma vie finalement parce que c'est quand même une vie au-delà d'une expérience et d'une aventure professionnelle. Et aujourd'hui, jusqu'à maintenant, c'est vrai que j'ai quand même beaucoup été seule, en tout cas dans la prise de décision. Et avoir les 3 rôles, c'est-à-dire actionnaire, alors ça, j'ai pas trop de soucis parce que c'est pas l'argent que je recherche, donc au moins je me prends pas la tête avec moi-même là-dessus. Mais par contre, le côté CIO et administratrice, donc plutôt on va dire la gestion de la stratégie et de la gestion opérationnelle, c'est compliqué en fait de gérer tout en même temps. C'est pas impossible, mais à un moment donné, il faut être réaliste, on peut pas tout faire en même temps et espérer bien le faire. Donc je m'en sors pas trop mal quand même, heureusement, aussi parce que j'ai la chance d'avoir une équipe qui est juste incroyable, très compréhensive et très investie. Je pense qu'ils sont investis autant que je le suis. Alors ça a ses avantages et ses désavantages, parce que des fois on a tendance à se mettre un petit peu dans le rouge quand on s'investit beaucoup, mais du moment que la parole est ouverte, ça se passe bien. Donc moi aujourd'hui, la grosse question que je me pose, c'est effectivement est-ce que je continue seule l'aventure ou pas ? Non pas pour des questions d'argent, contrairement à beaucoup de monde qui ont besoin à un moment donné de s'associer pour avoir plus d'argent qui rentre. Moi, c'est pas l'argent mon premier leitmotiv, c'est plutôt le fait que je suis quelqu'un qui aime partager. Et j'aime partager l'aventure. D'ailleurs, j'ai envie d'emmener mes équipes un jour au Club Med, j'ai envie de les emmener au Mexique, j'ai envie qu'on s'amuse ensemble. Et
Et du coup, même dans la prise de décision, j'ai envie qu'on s'amuse. Et je me dis, j'aimerais bien avoir peut-être à un moment donné quelqu'un qui prend aussi certaines responsabilités sur ses épaules et avec qui on puisse partager la prise de décision, avec qui on puisse se dire, ok, toi tu gères cette partie-là, moi j'aime pas trop la gestion de chantier, je te laisse. Par contre, moi je m'occupe de l'augmentation du chiffre d'affaires parce que ça me plaît, la vente me plaît, le côté humain me plaît. Et au-delà de ça, se dire, OK, une fois par année, on va au salon du loisir ensemble. Tiens, vas-y, quel loisir on va mettre? Enfin, avoir vraiment ce côté partage et partager l'aventure. Il doit bien y avoir, soyons quand même honnêtes, il doit bien y avoir à un moment donné une perte quand même de motivation. On la rencontre toutes, à un moment donné. Il y a quand même le roller coaster, c'est haut, c'est bas. Comment tu fais pour garder la motivation, peut-être pas intacte, mais en tout cas de la faire remonter? Et puis, comment tu arrives à retrouver ce plaisir, le vrai plaisir du jeu? C'est une bonne question. Et je pense que déjà, c'est une question de phase. Il y a des phases où effectivement, on a moins de plaisir. Et le plus important, c'est d'en être conscient. Et de se dire, mais est-ce que cette phase va durer ou est-ce que c'est juste momentané? Si c'est momentané, tant pis, il faut bien y accepter. On ne fait pas toujours tout ce qu'on aime dans son job et ça peut arriver. Par contre, si on sent que cette phase est plutôt liée justement aux responsabilités du poste et au poste, là, je pense qu'il faut bouger. Et moi, typiquement, cette année, je me suis rendu compte à certains moments, surtout dans cette phase de gestion des travaux, toute cette partie projet, on va dire, plus avec les contacts avec l'équipe du feu, avec la gestion des chantiers, avec les fournisseurs, toute cette gestion-là, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas là que je m'épanouissais le plus et qu'elle me demandait beaucoup d'énergie. Et puis, par moments, c'était vraiment lourd. Alors, heureusement, c'est momentané, mais surtout, ça veut dire que s'il y a de nouveau des projets à faire, et à un moment donné, cette partie-là, il faudra que je puisse la déléguer. Donc, aujourd'hui, je suis très au clair avec moi là-dessus. Et un autre point aussi pour retrouver du plaisir, justement, c'est que déjà, j'adore mes équipes. Et je pense qu'ils m'apportent l'énergie. Quand moi, je suis dans le down, ils m'apportent de l'énergie. Quand eux peuvent avoir des fois des petits coups de mou, parce que ça peut arriver, on a vraiment traversé beaucoup de phases avec Austrap. On n'a pas toujours eu, entre guillemets, des bonnes conditions de travail. Il y a encore des choses qu'on peut améliorer. Il y a encore beaucoup de choses qu'on peut faire. Enfin, c'est joli de voir l'évolution, de voir d'où on est parti. Et je pense qu'on se le redonne. Et finalement, le plaisir, je l'ai avec eux. Après, il y a autre chose aussi, c'est que justement, comme là, je sentais gentiment le poids un peu des responsabilités qui commençaient à me peser, j'ai créé un advisory board. À défaut d'avoir les moyens d'avoir un conseil d'administration, j'ai décidé d'aller chercher quelques personnes que j'ai rencontrées dans ma vie qui m'ont vraiment marqué pour leur gentillesse, pour leur bienveillance, pour leur expérience aussi, mais pas que. C'est d'abord l'humain. Et ça m'apporte énormément de plaisir parce que j'ai l'impression de plus être 100% toute seule. Et je sais qu'on va se voir à un moment donné, qu'on va passer une bonne soirée, qu'on va discuter des projets, qu'ils vont m'épauler si j'ai vraiment besoin sur une thématique. Et je pense que c'est ça dont j'ai le plus besoin pour avoir du plaisir. Ça veut dire que c'est des gens que tu as rencontrés dans ton parcours et que tu allais toi rechercher? Oui. Okay. Oui, je me suis dit à un moment donné, là, je ne peux pas continuer en étant toute seule. Je ne vais pas non plus faire rentrer n'importe qui dans mon entreprise parce que je n'ai pas non plus trimé toutes ces années pour dire, tiens, je te donne 50% de ma boîte. mais du coup, donc, je me suis dit, avant de passer cette étape-là, qui arrivera certainement un jour, parce que je réalise, on apprend à se connaître aussi dans l'entrepreneuriat et je pense que je t'apprends rien, c'est que moi, j'ai besoin de partager les choses. En fait, j'aime les gens et ça me manque, ce côté humain. Et il y a des moments où les responsabilités font que je m'amuse moins parce que je peux moins m'amuser avec l'équipe. Donc, il y a un moment donné où j'ai envie de dire, je trouverai cette personne qui aura envie de prendre toutes ses responsabilités. Je lui dirais, tiens, prends les responsabilités. Moi, je vais m'amuser. Les gens n'ont pas besoin de savoir que je suis aussi à la tête de l'entreprise, en fait. J'ai pas cet ego-là, on va dire. Mais tu dois quand même rester là. Tu ne dois pas revendre complètement la boîte. Non, aujourd'hui pas. Aujourd'hui pas. Ça reste mon bébé. Peut-être qu'un jour, peut-être que pour quelconque raison, ça se fera. Mais si je venais à revendre, ce serait déjà pas à n'importe qui. Ça voudrait dire que ce serait à une entreprise ou plutôt à une personne, avant tout, qui aurait cette vision qui me fait rêver. Typiquement, moi, oui, je rêve de créer un Disney. Si Disney venait me voir demain et me dirait, OK, nous, on aimerait que tu développes des escape games pour Disney, on te rachète. Là, je discute. Mais parce que le rêve qu'ils arrivent à offrir aux gens et la structure qu'ils ont aujourd'hui me permettrait de faire encore plus que ce que je peux faire aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de choses qui me limitent. Donc, on va dire que je ne serais pas contre si c'était une belle opportunité, mais pas une opportunité uniquement financière, une opportunité de continuer quelque chose qui me fait vibrer. Donc, tu ne cherches pas qu'à te faire de l'argent? Non. Et tu cherches à avoir ces vibrations, cette énergie intérieure, à exprimer ta créativité. Je pense que tu vas bien t'éclater là, avec ton fils qui va grandir parce qu'avec tous ces moments de jeu qu'on a quand les enfants sont petits, c'est juste assez incroyable. Et donc, sur les ambitions de s'associer, c'est quelque chose que tu verrais se formaliser dans un conseil d'administration, dans un premier temps avec ton advisory board? Alors, je pense que c'est pas forcément que ça se conceptualiserait complètement avec eux. Je pense que ce sera une question de rencontre. Étant quelqu'un qui suis très dans l'humain,
j'en parle parce que je pense qu'il faut parler des choses pour que les choses se fassent. Et en général, tout d'un coup, les choses tombent. Donc aujourd'hui, je ne vais pas aller rechercher ça parce que je pense que ça doit tomber tout seul, en fait. Donc il y a un moment donné, il y aura une rencontre, il y aura quelque chose qui va me faire vibrer et on sera sur la même longueur d'onde et à ce moment-là, on discutera. Et à ce moment-là, effectivement, par contre, je demanderai quand même l'avis de mon advisory board sur le profil, sur quoi faire pour être sûr de ne pas refaire les mêmes erreurs du passé, bien que je ne pense pas que je les referai. Mais c'est plutôt pour que les choses se passent bien et puis voilà, pas perdre non plus quelque chose que j'ai passé du temps à créer et pour tout d'un coup tout perdre parce que je ferais le mauvais choix. Mais aujourd'hui, je me fais déjà beaucoup plus confiance par rapport à ça. Comment on fait pour se faire plus confiance qu'avant ? Bon, on apprend de nos erreurs. Je pense que c'est bête, mais quelque part, c'est pas plus compliqué que ça. Je pense que quand on est dans des situations inconfortables, il faut absolument prendre le temps de les analyser et de se dire mais pourquoi là je me sens dans l'inconfort ? Pourquoi là je me sens pas bien ? Qu'est-ce qui fait que là j'ai vécu ce que j'ai vécu ? Et si on prend le temps de faire ça, après, on se fait confiance au bout d'un moment parce qu'on sait pourquoi on a fait ces erreurs-là et on sait qu'aujourd'hui on les referait pas parce qu'on en a appris. Et comment on a cette confiance intérieure ? Tu sais, tu en parlais au début aussi, tu te faisais toi-même confiance et puis tu savais que même en prenant les risques financiers, tu te sentais capable de le faire et d'y aller. Est-ce qu'elle vient de, je sais pas, peut-être de l'éducation que tu as eue, de tes parents, à ton avis, tu as une piste ? Alors, ça vient en tout cas pas de mes parents parce que ils sont très très gentils. Mon papa n'est plus là, mais ma maman est très gentille et elle est de grand soutien, mais ça n'a pas toujours été le cas. On va pas parler du passé parce que ça fait partie du passé. Mais par contre, étonnamment, on parlait des écrans tout à l'heure. Moi, c'est un petit peu Naruto qui m'a beaucoup aidée. Allez. Oui, cette philosophie en fait qu'on retrouve dans les mangas, ça m'a beaucoup parlé dans certains mangas encore plus. Et c'est vrai que Naruto a été un déclencheur et Pokémon aussi. Donc du coup, je suis toujours une grande fan de Pokémon et de Naruto. D'ailleurs, chaque 2-3 ans, je crois que je me refais toute la série des Naruto. Et ça m'a beaucoup aidée à tenir parce que ce personnage représentait mes valeurs et représentait ce que je voulais un jour être dans le monde. Et du coup, j'ai un peu suivi sa piste. Et inconsciemment, je pense que ça m'a donné la force à certains moments de continuer d'avancer malgré les difficultés jusqu'au jour où aujourd'hui, je pense, et c'est sans prétention, je sais ce que je vaux, je sais que je peux vraiment offrir du bonheur aux gens, que je peux offrir une vraie plus-value humaine finalement et pas uniquement pour de l'argent ou pour autre chose. Le reste, ça suit de toute manière. Si en général, on fait les choses pour les bonnes raisons. Est-ce qu'il y a des personnages aussi des humains, vivants, j'ai envie de dire, qui t'inspirent et qui te guident peut-être dans certains choix ? Humainement parlant, c'est difficile. C'est vrai que c'est une bonne question. Je m'y attendais pas. Mais humainement, c'est plus difficile pour moi. J'ai été plus inspirée effectivement par des personnages que j'ai pu retrouver dans les films ou dans les mangas, dans les dessins animés. Moi, je suis très dessin animé. Ouais, film, manga et dessin animé. Et finalement, je pense que j'ai trouvé un refuge là-dedans à un moment donné dans ma vie. Et tu suis un peu des influenceurs et influenceuses Oui, alors j'en suis quelques-uns. Il y a David Laroche que j'aime énormément parce que sa philosophie de vie, elle me plaît. Et je trouve qu'il a tellement raison sur tellement de choses. Enfin, il est tellement sain, ce garçon, pour moi, que vraiment, j'aime beaucoup. Étonnamment, je dis étonnamment parce que je ne l'ai pas toujours aimé, Anthony Bourbon, de Qui veut être mon associé. J'adore cette émission. Bref, et je ne l'ai pas toujours aimé parce qu'au début, je trouve qu'il était un peu con-con. Mais aujourd'hui, quand je lis ses posts et quand je suis toutes les vidéos qu'il fait et tout, j'admire vraiment, en fait, les choses qu'il dit. Après, il y a un point, c'est qu'il y a une grosse différence, c'est que lui, il voit la vie comme un combat, alors que moi, je la vois comme un jeu. Je pense que c'est dû au passé, effectivement. J'ai toujours préféré jouer que me battre. Mais par contre, dans le fond de ce qu'il dit, souvent, c'est très cohérent, en fait. Aujourd'hui, qu'est-ce qui, pour toi, tu me parles un peu de personnages, de manga ou quoi. Bon, il y a quand même toujours un peu des pouvoirs magiques dans ces animés. Si tu avais Alors peut-être si tu avais un pouvoir magique dans ce vrai monde, tu choisirais lequel ? C'est une bonne question, il y en a tellement. Oui, justement. Vous posez cette question à quelqu'un qui aimerait faire plein de choses, c'est dur. Si j'avais un pouvoir magique, en plus c'est marrant parce qu'en ce moment je regarde My Hero Academia, c'est un nouveau manga que j'ai découvert et ils ont justement des pouvoirs magiques. Mais il n'y en a aucun qui m'a frappé plus qu'un autre. Mais honnêtement, je pense que j'aimerais le pouvoir de rendre les gens heureux. Parce que finalement, on ne sait jamais quand on part. Et je trouve que ça coûte tellement rien, en fait, d'offrir un sourire qu'on devrait pouvoir le faire encore plus facilement, finalement. Et rendre les gens heureux, être heureux, bon, c'est très philosophique, mais ça repose sur quoi pour toi ? C'est quoi un peu les piliers ? Le partage. On revient sur le partage. Je pense le fait aussi de s'entraider, de ne pas se voir forcément justement comme des concurrents, comme voilà, travailler ensemble, un monde un peu plus relié. Alors je sais que c'est très philosophique, mais je le suis aussi. Mais du coup, c'est vrai que je serais plus pour un monde un peu plus uni.
on va dire. Est-ce que dans tes équipes, tu arrives à garder ce côté très soudé, très uni? Est-ce qu'il y a une bonne rétention dans l'équipe où justement il y a des gens qui partent parce qu'ils partagent pas les mêmes valeurs, où il n'y a pas les good vibes qui résonnent et donc il y a des départs? Non, on a vraiment une très belle équipe. Et d'ailleurs, qui est pour la plupart là depuis très longtemps, enfin depuis longtemps, puis ceux qui sont là, qui sont arrivés plus récemment, et ils se sentent bien. Puis on a vraiment une équipe unie. Et d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas le choix, parce que vu ce qu'on vit des fois en interne pour réussir à maintenir des délais, qu'on n'a pas le choix parce que financièrement c'est compliqué et que tout le monde se donne à fond pour y arriver, on a ces valeurs-là. Donc tu as réussi à créer cette équipe-là aussi, cet esprit d'équipe. Oui. Et puis tu dirais qu'ils te suivent encore toi aujourd'hui, ou c'est vraiment une unité, nous tous ensemble et chacun le maillon de la force de ce qu'on fait, quoi, bien que tu sois à la tête du truc? Je pense que ça dépend qui. Parce qu'il y a des jeunes et des moins jeunes, et c'est ça qui est hyper chouette, justement, c'est que je pense qu'il y a des personnes dans l'équipe aujourd'hui qui, justement, ont déjà cette vision-là de se dire, je suis un maillon de la chaîne et je peux prendre des décisions, je peux moi-même faire tout ce que je peux dans mon métier pour faire partie de cette chaîne-là, on va dire. Et il y en a d'autres qui sont plus jeunes, qui ont encore beaucoup besoin de ma validation. Ton encadrement et ton accompagnement. Exactement, oui. Ou bien qui me voient encore là, alors qu'en fait, non, je suis juste au même niveau, c'est juste que moi, j'ose, que je vais chercher. Et puis bon, après, je les encourage pas non plus à faire comme moi. Moi, c'est vrai que mon livre de chevet, c'est des fois LinkedIn, avec tous ces posts et tout. Il y a trop de trucs trop intéressants. Donc du coup, voilà, c'est peut-être des fois ce côté-là qui fait aussi notre différence aujourd'hui. Parce que à 20 ans, 25 ans, non, je regardais pas LinkedIn tout le temps. C'était pas pareil. Aujourd'hui, j'adore ça parce que j'aime me nourrir de tout ça. Et eux, je pense qu'il y en a quelques-uns qui doivent encore vivre leurs petites étapes, on va dire, ou leurs étapes, avant d'arriver à se dire, OK, là, maintenant, vraiment, on est une chaîne et au-delà de... j'ai toujours besoin de validation, non, je peux faire. Et c'est vrai ce que tu dis, il y a des étapes de vie et puis il y a quand même ce côté générationnel qui fait que à chacune des étapes de nos vies, on se transforme. Et d'ailleurs, je pense que la maternité, quand même, le fait de devenir maman, et puis ça change beaucoup dans l'organisation aussi, ça a dû amener pas mal de remises en question dans la gestion de ton temps, des plannings, de ta vie de couple aussi. Est-ce que tu as des challenges autour de ça? Parce qu'on entend quand même beaucoup parler aussi de risque de burn-out, tu vois, dans l'entrepreneuriat, surtout quand on a tout sur ses épaules et qu'on est en solo au niveau du management. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as déjà frôlé, vécu? Est-ce que tu te sens plus fragile, vulnérable? Parce que un petit de 9 mois, c'est encore vachement crevant. Donc, comment ça se passe pour toi? Alors déjà, le burn-out, je l'ai déjà vécu il y a quelques années, donc du coup, je ne retomberai pas forcément dedans. En tout cas, je crois. C'était dans le domaine de la banque ou de domaine Dans le domaine de la banque, étonnamment. Okay. Mais c'était plus par rapport à du mobbing, un mauvais responsable pour le coup, ce qui n'a pas toujours été le cas, parce que j'ai eu des responsables aussi incroyables à la banque. Hein. Mais là, en l'occurrence... Dans l'humain de nouveau. Hein. Oui, exactement. Exactement. Et du coup, l'ayant déjà vécu, aujourd'hui, je vois les signaux d'alarme avant qu'ils arrivent. Et typiquement, c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai créé cet advisory board. Quand on a discuté, c'est que j'ai dit aujourd'hui, je vois des signaux. Donc, je vois des signaux non pas que je vais tomber en burn-out demain, mais que si je continue à ce rythme, si je ne m'entoure pas, si je ne vais pas chercher de l'aide, à un moment donné, non, je n'y arriverai pas. Et je pense qu'aujourd'hui, une des compétences que j'ai acquises justement par rapport à tous ces challenges-là, c'est de savoir m'entourer quand j'en ai besoin, d'aller chercher de l'aide. Et ça, je pense que ça n'a pas de prix. Et d'ailleurs, c'est aussi une des raisons de la réussite, entre guillemets, selon ce qu'on appelle réussite. Et après, le fait d'être maman, c'est clair que ça change une vie. On dort moins, on est plus fatigué, les journées sont plus difficiles à ce niveau. Mais c'est tellement de bonheur. Comme je dis, moi, je tombe amoureuse chaque matin et ça donne une énergie pour la journée qui est juste incroyable. Après, des fois, on se sent un peu coupable parce qu'on se dit vite, il faut que je me dépêche de rentrer, je veux le voir avant qu'il dorme. Et il y a un peu ce côté-là, mais d'un autre côté, je fais partie des personnes qui pensent qu'on ne fait pas des enfants pour qu'ils soient complètement dépendants de nous. On les fait pour leur apprendre justement à partir. On les aime et je pense que les aimer, c'est aussi leur apprendre à grandir quelque part. Alors bien sûr qu'il faut être avec eux, mais je préfère mon bébé justement qui peut être autant bien que son papa, sa maman, sa grand-maman ou une personne externe, plutôt qu'il soit complètement dépendant de moi puis que du coup il souffre dès que je dois forcément le laisser. Donc après c'est une question d'organisation, de vision et puis aujourd'hui ça se passe plutôt bien dans l'ensemble. Mais sacrée organisation quand même, hein. Les mails, c'est avant qu'il se réveille. Donc, 6h30, 7h, c'est les mails. 7h, il est debout. Après, on passe un moment avec lui. Après, on part au boulot. Après, on va le chercher s'il est à la crèche. C'est à la crèche. Sinon, heureusement, quand les grands-mamans sont là, c'est un peu plus flex. Je sais que je peux arriver vers 17h30. Et puis après, une fois qu'il est couché à 19h, on reprend 2-3 mails, 2-3 choses qu'on n'a pas eu le temps de traiter dans la journée. On arrive gentiment à la fin de notre échange. Il y avait encore 2 petites questions que je voulais te poser. La première, c'est sur cette définition du succès. Le succès peut se définir et se décliner, je pense, à l'infini. Il y a le côté personnel, le côté professionnel. C'est quoi pour toi aujourd'hui ta définition de ce qu'on peut appeler le succès? On parlait tout à l'heure du bonheur. C'est pas encore la même chose pour moi, mais vraiment ce côté successful.
Ben, je dirais que c'est tomber 7 fois et se relever 8 fois. Alors c'est très classique, mais quelque part, je pense que tant qu'on est capable de se relever, quoi qu'il arrive, ben, on pourra toujours aller plus loin. Et ouais, je pense qu'il n'y a pas à chercher plus loin, en fait. Alors bien sûr, je pourrais dire le bonheur, hein. Évidemment, pour moi, ça fait partie du succès, parce que c'est bien joli d'avoir plein d'argent et puis d'être malheureux. Donc voilà, mais pour moi, c'est plutôt le fait de jamais abandonner, en fait, de se dire, OK, il y a toujours une solution, d'être orienté solution et de se relever quand on tombe. Donc toi, un genou à terre, tu te relèves et tu y vas, quoi. Exactement. Tu es une personne d'action. Oui, ouais, clairement, clairement. C'est pour ça que d'être dans le bureau, enfin, tu parlais tout à l'heure, on discutait justement de ce côté où, à un moment donné, on se dit, mais est-ce que là, je m'épanouis toujours dans mon job? Bah, moi, quand je vois que je passe mes journées derrière un écran, alors que je suis quelqu'un d'hyperactive malgré tout, il y a des fois où je me dis, bon, est-ce que je vais reprendre des cours de fitness et donner? Puis après, je me dis, non, ne te disperse pas, sors de ce corps. Donc, je sais que ça ne durera pas à rester derrière un bureau pour moi parce que j'ai besoin d'aller vers les gens et j'aime ça. Heureusement, il y a les apéros, ça c'est cool. À Fribourg, on en a beaucoup. Et les podcasts. Et les podcasts, exactement. Et d'ailleurs, ouais, oui. Oui. Non, mais c'est vrai, je te rejoins. La rencontre humaine, pareil, je commence à passer beaucoup de temps derrière mon ordi et en fait, ça me convenait plus du tout. Parce que moi, de base, je faisais du qualitatif. Tu vois, pendant les 5 premières années de vie de ma boîte, je faisais que des focus group, des réunions conso, aller sur le terrain, faire des photos, du reportage, du montage vidéo. Et en fait, j'ai perdu tout ça. Donc, c'est une manière aussi de pouvoir retrouver ces échanges, ce plaisir et ce contact avec le terrain. Donc, ça me parle, ce que tu viens de partager. Pour les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'il faut avoir aujourd'hui, pour qui c'est fait ou pour qui c'est pas fait, en fait, l'entrepreneuriat? Alors, déjà, j'aurais 2 conseils. Le premier, c'est de bien s'entourer. De prendre le temps de s'entourer. Surtout, je pense qu'aujourd'hui, on a quand même de la chance en Suisse, que ce soit le canton de Vaud, le canton de Fribourg, on a FreeUp, on a Platine. Sur Vaud, je pense qu'il y a la même chose, la promotion économique. On a moyen d'avoir accès à des coachs d'entreprise qui peuvent nous accompagner et qui peuvent juste nous ouvrir un peu l'esprit si on en a besoin, qui peuvent nous aider à y voir plus clair, nous challenger aussi dans nos décisions. Et je pense qu'il ne faut pas se la jouer solo. Au contraire, je pense que ça vaut la peine de s'entourer tout en ayant pour autant assez confiance en soi à un moment donné pour se dire « Ok, je sais ce que je vaux quand même, je crois en mon projet. » Parce que moi, c'est toujours le truc, c'est que si un coach arrive à remettre en cause votre projet, c'est que déjà, vous n'y croyez pas à 100%. C'est clair, il faut savoir pitcher le projet, il faut savoir se vendre aussi et y croire. Oui, et y croire. Je pense que c'est important d'y croire. Moi, je me dis toujours, d'ailleurs, j'ai vécu dernièrement le cas, c'est que là, je vais devoir refaire un très gros crédit du coup pour les prochains projets. Et on m'a posé la question, on m'a dit, voilà, nous, on est prêt à vous suivre, pas besoin du cautionnement roman. Par contre, vous devez vous porter caution personnelle, avec tout ce que ça veut dire derrière. J'ai même pas hésité une seconde, j'ai dit, ok, pas de souci. Puis effectivement, là, j'ai eu un membre de mon advisory board qui m'a dit « Mais t'es sûr ?» et tout. Je dis « Oui, parce qu'au pire quoi ? Si je doutais, ça veut dire que je crois pas à 100% à mon projet parce que j'ai peur de perdre, alors que non. Et au final, quelque part, j'ai envie de dire « Au pire quoi ? Au pire, je retournerai dans la banque où je trouverai, comme je disais tout à l'heure, une entreprise qui a plein d'argent. Et puis, et que je rembourserai mon crédit. » Mais tu consultes quand même ton conjoint avant de prendre des décisions comme ça ou c'est vraiment toi, toute seule ? Alors, ça dépend si ça le touche ou pas. Si ça le touche pas, il y a un moment donné où je préfère prendre ma décision toute seule. Parce que j'estime que c'est vraiment moi, c'est mon jardin secret en fait de savoir ce que je veux mettre en jeu. Et j'aime bien prendre mes décisions à ce niveau-là. Pas mêler, on va dire, le professionnel avec le privé. Je pense que c'est mieux. En tout cas, pour moi, c'est mieux comme ça. Ok. Voilà. Donc le conseil, c'est oser et entourez-vous. C'est ça, il faut foncer les gars. Faites une étude de marché si vous avez les moyens. Puis exact. Même, nous on les fait aussi à des prix super démocratiques pour les gens qui se lancent. Donc il ne faut pas se mettre de barrière non plus. Et puis tester, essayer, se relever. Plantez-vous, relevez-vous. Voilà. Exactement. Non mais c'est ça. Moi je pense vraiment que le premier business qu'on fait, c'est pas le dernier. C'est que d'abord on teste, on apprend, on se casse voilà, et on se relève. Et tout d'un coup, on trouve le truc qui nous fait vraiment vibrer. Et c'est là que ça marche encore mieux. En tout cas, je te souhaite beaucoup de plaisir avec la suite de tes projets d'expansion. Et je te remercie beaucoup de nous avoir consacré du temps aujourd'hui pour venir discuter avec nous à Lausanne de tous ces projets. C'était vraiment un plaisir. J'espère qu'on va continuer à vibrer, à rayonner et à jouer dans le travail. Merci beaucoup. Merci à toi. Un plaisir. Merci. Plaisir, merci beaucoup. Si vous voulez continuer à nous suivre, on est disponible et accessible sur Apple Podcasts, sur YouTube et sur Spotify. J'espère que c'est un épisode qui vous a plu. N'hésitez pas à nous faire des retours pour qu'on puisse s'améliorer, parce qu'on est dans cette culture aussi de l'amélioration chez Cal Insight. Donc, merci beaucoup. Merci.